Comme à notre habitude, grande interrogation. Tchad, arrivée de Barkhane Mahamat Déby pour son maintien. Telle est notre grande interrogation. Eh bien, pour comprendre les choses, mesdames, messieurs, les premiers soldats français qui ont quitté leur base au Niger dans un convoi terrestre en direction du Tchad sont arrivés sans encombre à N'Djamena, a annoncé d'ailleurs jeudi le porte-parole de l'état-major français. Ce convoi est sorti du Niger en sécurité et en coordination avec les forces de sécurité nigériennes, a expliqué d'ailleurs le colonel Pierre Godillère. Il est bien arrivé sans encombre particulière à N'Djamena, capitale du Tchad, voisin. Après 9 jours de trajet, les rotations aériennes vers la France seront organisées dans les prochains jours, a-t-il ajouté. Eh bien, interrogé sur l'arrivée des troupes françaises, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement de transition tchadien n'avait pas répondu en milieu de matinée. À se demander justement pourquoi. Chassée du Niger, l'armée française doit évacuer ses matériels en majeure partie par voie terrestre vers le Tchad et surtout vers le Cameroun avant leur rapatriement en France. Un parcours de plus de 3000 km, dont une partie en traversant des zones hostiles, abritant par endroits des groupes djihadistes. Eh bien, on nous fait savoir que N'Djamena abrite actuellement le commandement des opérations françaises du Sahel et environ 1 millier de militaires français. Quelques jours après le départ du convoi de N'Djamé en direction de la frontière tchadienne, N'Djamena avait indiqué accepter d'offrir un corridor de son territoire pour le retour des troupes françaises en France, selon un communiqué du chef d'état-major général de l'armée tchadienne, eh bien, le général Abakar Abdelkerim Daoud. Eh bien, il faut également préciser, mesdames, messieurs, que les forces tchadiennes assureront l'escorte de ces convois depuis la frontière tchadienne, nigérienne jusqu'à N'Djamena pour l'aéroport et à la frontière camerounaise pour le port de Douala, concluait d'ailleurs le texte qu'on a lu le mercredi 18 octobre dernier. Eh bien, le chef d'État français Emmanuel Macron s'est entretenu à l'Élysée avec le président de la transition au Tchad, Mahamat Idriss Déby. Ils ont échangé sur l'ensemble des dossiers régionaux ainsi que sur le retour en France des moyens militaires, a précisé d'ailleurs la présidence française. La présence française au Sahel ne cesse de fondre depuis 2020, eh bien, par, on va le dire comme ça, des coups d'État révolutionnaires. On parle bien sûr du Mali, du Burkina Faso et enfin au Niger, qui a mis fin à la force anti-djihadiste Barkhane déployée depuis 2014 au Mali, qui a compté plus de 5500 militaires déployés dans la zone. Mais une question reste en suspens. Est-ce que Mahamat Déby est en train de tout mettre en œuvre pour le maintien de Barkhane du côté de N'Djamena? Voilà pourquoi nous nous interrogeons. Tchad, arrivée de Barkhane Mahamat Déby pour son maintien, telle est notre grande interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Jonathan Batengene. Il est enseignant de sociologie à l'université de Douala. Il est notre invité ce matin. Jonathan Batengene, bonjour. Bonjour mon frère Gross, bonjour à tous les Africains, tous les panafricanistes, les férus de ce combat, ceux-là même qui portent l'estampille de la concrétude de ce combat, ceux-là qui, dans les rues, dans les maisons, le rendent beaucoup plus vivant. Nous leur disons bravo pour l'engagement. Nous savons que c'est avec cette même détermination que nous allons continuer à repousser les barrières de l'obscurantisme occidental, cet obscurantisme qui s'était présenté sous le manteau trompeur de la civilisation. Aujourd'hui, nous sommes en train de le remettre de là où il est venu, dans la nuit des âges, et nous comptons sur l'engagement sans faille de tout un chacun pour que cette victoire soit totale et dans les prochains jours, telle que nous l'avons toujours rêvé, telle que nos ancêtres l'ont dessinée dans nos cœurs. Merci à vous, Jonathan Batengene, d'être notre invité ce matin. Nous revenons justement avec vous sur cette interrogation. Tchad, arrivée de Barkhane, Mahamat Déby pour son maintien. Finalement, les soldats français sont arrivés sans encombre sur le sol tchadien, mais on a également vu Mahamat Déby du côté de la France, sur le perron de l'Élysée, avec Emmanuel Macron. Et tous les Tchadiens, sans oublier les Africains, se posent bien des questions de savoir est-ce que Mahamat Déby est là pour le maintien de ces soldats français sur le sol tchadien. Ce qui inquiète, ce n'est pas tant au niveau international le maintien de Mahamat Déby. C'est un problème tchado-tchadien que le maintien de Mahamat Déby. Parce que pour les Tchadiens, c'est une équation nationale à résoudre. Oui.
est-ce que les Tchadiens vont accepter ce dernier comme dirigeant? Est-ce que les Tchadiens l'adoubent? Est-ce que les Tchadiens le veulent encore au pouvoir? Est-ce qu'il répond aux aspirations du peuple tchadien? Ça, c'est une question que purement le peuple tchadien peut répondre. Mais nous allons faire un travail qui se place au-dessus de simplement le Tchad. Un travail qui se place dans les hors des frontières du Tchad. Oui. Et ce travail nous amène à scruter les forces françaises qui quittent le Niger et choisissent comme itinéraire le Tchad, puis le port de Douala. Il y a fort à s'interroger. À s'interroger sur quoi? D'abord, l'itinéraire qui part du Niger pour le Tchad va nécessairement transiter par le Kanem, si c'est un convoi routier. Et d'ailleurs, on nous dit qu'une partie des troupes va être acheminée par voie aérienne et le matériel par voie terrestre, donc avec l'autre partie de troupes. Sur cette route, quand vous regardez ce que représente le Kanem est la zone de retranchement du FACT. C'est dans cette zone qu'on a vu se vaporiser les forces du FACT. C'est que d'ailleurs de manière étrange, le FACT qui s'est constitué en Libye, qui est redescendu, a affronté les forces tchadiennes et a atteint son objectif parce que les retours qui nous sont parvenus de la part des combattants du FACT, c'est que la véritable vocation du FACT, c'était d'éliminer le maréchal Idriss Déby Itno à cause de son engagement panafricaniste. Oui. Donc, le FACT ayant réalisé sa mission, on nous a dit qu'il y a eu une très grande offensive, c'est vrai, qui a vraiment eu lieu à partir de Mao, mais dès qu'elles sont arrivées dans le Kanem, on nous a dit que les forces du FACT sont entrées au Niger. Et jusqu'aujourd'hui, plus personne n'a d'informations sur ces éléments du FACT. Oui. Se sont-ils endogénéisés à partir d'une base arrière au Niger? Se sont-ils reconvertis à de nouvelles activités? Aucune idée. Aucune idée. Alors, quand vous avez en tête que les forces du FACT, d'après les renseignements qui nous sont également parvenus, les forces du FACT ont été armées, coordonnées, entraînées à 100% par la France, financées par des puissances du Moyen-Orient, notamment le Qatar. Vous regardez ce trajet d'un autre œil. Niamey, N'Djamena, en passant par le Kanem, oui, où une rébellion qui a agi à la solde de Paris se trouve encore. Que va-t-il se passer lorsque les forces françaises vont traverser le Kanem? Y aura-t-il une collaboration active, c'est-à-dire un dépôt de matériel? Y aura-t-il un travail de coordination? On leur assigne des missions, on leur assigne des consignes. On sait qu'il y a une rébellion qui a été formée encore à partir de la Libye et qui menace le Niger. Est-ce qu'il n'y aura pas jonction des forces entre cette rébellion qui est actionnée par Washington et cette autre rébellion que Paris avait préparée pour éliminer le maréchal Idriss Déby Itno pour laisser la patate chaude au Niger? C'est la première interrogation. La deuxième, toujours en regard de la trajectoire de ce convoi, concerne deux autres pays, le Cameroun, le Centrafrique. Quand on nous dit que le convoi va transiter par le port de Douala, on a envie de dire que ce n'est que normal. Oui. Le port de Douala est la destination est le terminal du corridor N'Djamena-Douala. Et comme d'habitude, lorsque du matériel militaire arrive au Tchad, très souvent, c'est par le port de Douala que ça transite. Quand les forces françaises voulaient utiliser du matériel à l'intérieur du continent, notamment au Tchad ou bien au Centrafrique, c'est aussi naturellement par le port de Douala. Sauf que là, ça pose un problème.
La France rapatrie de plus en plus des hommes au Tchad. Mais ces forces ne sont pas simplement relocalisées sur la principale base militaire de N'Djamena. Encore moins sur leur base militaire dans le nord du Tchad. Tout au contraire, alors qu'une rébellion a essayé de frapper le Tchad ces derniers temps en venant du nord, les forces françaises se concentrent paradoxalement dans le sud du Tchad. La ville de Sido est une ville qui connaît une certaine effervescence. Et la question c'est, pourquoi? Y a-t-il une rébellion qui menace le sud du Tchad? Que non. La réponse se trouve certainement dans la nature du préfet, de celui qui est officier comme préfet dans le sud, surtout dans la ville de Sido. Il s'agit de Baba Ladé, ex-dirigeant du FPR, qui était une rébellion tchadienne, avec des points d'opération au Centrafrique et au Tchad. Baba Ladé a été arrêté en novembre 2022 par les autorités tchadiennes sur la demande de Bangui et il a été paradoxalement relâché sans explication en février 2023. Baba Ladé s'est illustré de manière très négative dans la sous-région parce qu'il menaçait le Centrafrique. Baba Ladé est réputé être quelqu'un qui est proche de François Bozizé. Baba Ladé n'a pas manqué de montrer ses ambitions de déstabilisation du Centrafrique. Il faut donc voir dans cette nouvelle trajectoire la menace Baba Ladé. Mais pourquoi la menace Baba Ladé? Parce que lorsque vous faites la conjonction Baba Ladé-Bozizé, vous avez effectivement le résultat, le renforcement de la CPC. C'est un groupe terroriste centrafricain que nous appelons très affectueusement la coalition des politiciens corrompus. La CPC, qui se renforce avec Baba Ladé, a un groupe qui est actif actuellement au niveau de la frontière tchado-centrafricaine et qui est très proche aussi de la frontière camerouno-centrafricaine. Il s'agit du groupe des 3R. Et le groupe des 3R, ces derniers temps, menace de retrouver sa forme d'antan. Parce que le groupe des 3R est aujourd'hui reclus à une survie à partir de petits hameaux qui sont de temps en temps mis en difficulté ou bien qui sont détruits par l'armée centrafricaine dans la commune de Samouandja, préfecture de la Haute-Koto. Alors, quand vous avez Baba Ladé, vous avez les 3R, vous avez la CPC donc qui se renforce. Vous cherchez quel est le lien avec la force française. Le grand rêve de Baba Ladé dans son combat, et c'est ce qui le rend très dangereux pour le Cameroun, c'est d'en faire une cause tribale. Baba Ladé dit qu'il se bat pour les Peuls. Vous pouvez maintenant regarder dans les mêmes localités, vous avez un mouvement, un groupe rebelle camerounais, un groupe terroriste, il faut le dire, qui est né il y a de cela quelques années et qui se fait appeler, je crois en 2017, et qui se fait appeler le MLC, Mouvement de Libération du Cameroun, qui va également sur les mêmes revendications. Et on sait que le MLC est lié à un prisonnier notoire et très populaire au Cameroun, ancien ministre de l'administration territoriale, Marafa Amidou Yaya. Maintenant, vous pouvez faire les constructions, les reconstructions. Baba Ladé se revendique être défenseur des peuples. Le MLC veut instrumentaliser la cause des peuples.
Et Marafa Hamidou Yahya se présentait comme étant le défenseur de la cause des nordistes pour l'accession au pouvoir. Quand vous regardez maintenant le landerneau politique camerounais, vous allez voir que il y a des constructions locales qui veulent sédimenter l'idée d'une marginalisation des peuples du Nord. C'est pourquoi pour nous, nous prenons le risque d'analyser le deuxième tronçon, le deuxième tronçon de la trajectoire du convoi français sous le prisme de ces potentielles crises. La certitude que la France a, c'est que dans le sud du Tchad, ils sont ancrés. Donc, ils pourront avoir des combattants. Mais ils rêvent d'avoir une crise qui va fragiliser le corridor Bangui-Douala. Et comment mieux fragiliser ce corridor? Et même essayer de déstabiliser le Cameroun. Ce serait d'avoir une crise qui soit endogène au Cameroun. C'est pourquoi des acteurs comme Baba Ladé sont recrutés. Il y a encore un élément qui milite en la faveur de ce que nous mobilisons comme argument. La France a fait pression auprès du procureur de la CPI ces derniers jours pour la libération, ça c'est des informations proches du dossier qui nous sont parvenues. Les diplomates français ont fait pression et l'Élysée s'est impliqué personnellement dans le dossier, c'est-à-dire le petit despote jupitérien. Ils se sont impliqués dans le dossier pour la libération d'un criminel notoire, un criminel de guerre, criminel contre l'humanité. Maxime Mokom Gawaka. C'est le leader des anti-Balaka dans la crise de 2013-2014. Gawaka, Maxime Mokom, était le représentant à la tête des anti-Balaka de François Bozizé, patron de la CPC. Mais pourquoi nous citons ce fait? La libération de Maxime Mokom, en violation, c'est inédit. On n'avait jamais vu ça. Jamais entendu. Jamais vu. Il a fait 1 an à la CPI. Et on l'a arrêté en mars 2022. Il est libre en octobre 2023. Et les audiences ne se sont même pas tenues. Il y avait l'audience de confirmation de charge qui s'est tenue le 22-23 août dernier. Et on attendait la prochaine audience pour confirmer les charges, c'est-à-dire les juges devaient se pencher sur la question pour voir si les charges sont recevables. Le procureur a court-circuité la procédure. Il dit non, les témoins ne pourront pas se déplacer. D'ailleurs, on n'est même pas sûr d'avoir les témoins, donc on n'est pas sûr que ce dossier sera véritablement, va évoluer. Il faut libérer le prévenu. Inédit. Pourquoi la libération de Maxime Mokom? Parce que pour envenimer la situation au Centrafrique, il faut un déclencheur. Pour donner raison aux Baba Ladé et autres défenseurs, pseudo-défenseurs d'une cause tribale, il faut leur donner raison. Donc Maxime Mokom pourrait être utilisé dans ce qu'on appelle la provocation. Et à partir de là, lancer la grande offensive qui sera en fait coordonnée par les forces françaises qui sont actuellement dans le sud du Tchad. Oui. Seul problème, comment armer les combattants qui seront sur le territoire du Cameroun? La France n'ayant pas de base militaire sur le territoire du Cameroun, oui, le convoi devient donc pertinent dans cette stratégie. Il pourra laisser certains armements stratégiques et des consignes à des groupes qui sont certainement déjà existants de manière éparse sur le trajet. Et ces groupes devront attaquer et menacer le corridor, enfin, Douala-Bangui. Pour nous,
Ça nous amène à une conclusion partielle. Les autorités camerounaises ne devraient pas autoriser ce convoi sur le territoire du Cameroun. Pourtant, jusqu'à preuve de contraire, le gouvernement reste muet à ce sujet. Le silence du Cameroun en dit long sur la méfiance, à la fois vis-à-vis des autorités de N'Djamena que sur les autorités françaises. Quand vous avez cette lecture grave de la situation explosive qui pourrait en découler, il y a de quoi justifier cette méfiance. Mais nous ne disons pas qu'il faut seulement être méfiant. Il faut dire clairement que nous ne voulons pas de ce convoi. Parce que menacer le corridor Douala-Bangui serait la meilleure manière de fragiliser Bangui. Mais puisque la France rêve de faire d'une pierre deux coups, d'ailleurs, vous vous souvenez de la prise de parole je ne peux pas dire maladroite, prise de parole immature, je vais dire comme ça, ou bien, on ne va pas dire immature, parce que ce serait un peu trop fort à l'égard d'un homme de cet âge. La prise de parole légère de ce patron de renseignement français, celui qui s'est exprimé il y a de cela quelques jours, Alain Juet, pour ne pas lui faire de publicité. Quand vous voyez cette prise de parole légère, mais menaçante, vis-à-vis du Cameroun, et lançant un signal au niveau du Tchad en disant « Ah, toi, si tu ne fais pas attention, nous on te dégage par un coup d'État, alors tu te plies à nos volontés, nous on veut les deux pays, Centrafrique et Tchad et Cameroun. » Quand vous voyez cette prise de parole et l'effet que ça commence à avoir, la meilleure décision serait que ce convoi ne passe pas par le Cameroun. Ne passe pas par le Cameroun. Pourtant, c'est parti du Cameroun pour aller justement du côté du Niger. Non, c'est jamais passé par du Cameroun. C'est passé par le Bénin. C'est par le Bénin que tout ce matériel était venu. Les forces françaises, même une autre partie du matériel avait été acheminé par voie aérienne, par la contribution des Américains. Qu'est-ce qui empêche donc aujourd'hui au gouvernement français de faire passer leur matériel par une autre voie? Ils disent qu'ils ont amené 2000 conteneurs. Les conteneurs, ça se transporte très facilement avec des gros porteurs. Donc, la France qui se revendique et se targue d'être une puissance. Pourquoi un défi de puissance semble la dépasser? Moi, je dis ça. Pourquoi cela semble la dépasser? La France a dit qu'elle veut jouer dans la cour des grands. Eh bien, les grands transportent par voie aérienne 2000 conteneurs très facilement. Les États-Unis se sont déplacés, ils ont même laissé les conteneurs en Afghanistan. Pourquoi ne pas laisser ces conteneurs? Qu'est-ce que les conteneurs ont de précieux? Ils peuvent ne serait-ce que vider le matériel, c'est les ordinateurs et tout le reste. Et ils laissent les conteneurs. Alors, si jamais ce sont les ordinateurs qui s'y trouvent. Vous comprenez donc que la volonté de faire transiter les conteneurs cache quelque chose. Ce sont des armes qui sont à l'intérieur de ces conteneurs finalement? Tout porte à croire qu'il y a des armes stratégiques à l'intérieur. Je ne parle pas seulement d'armes. Et que le Cameroun est aujourd'hui calculé? Effectivement, que, ayant analysé les échecs à la fois du Boko Haram et des séparatistes sécessionnistes, des terroristes qu'ils ont placés au nord-ouest et au sud-ouest, ils se disent, il y a quand même des armes d'un certain calibre qu'il faut maintenant laisser à ces gens. Voilà les grands enjeux derrière ce convoi. Parce qu'on ne peut pas justifier le transport de conteneurs. L'armée française, qu'est-ce qu'elle fait avec le conteneur? Elle est transitaire. En quoi est-ce que les conteneurs sont pertinents? Et j'ai regardé encore l'inventaire de ce qui va être convoyé. 2000 conteneurs. Vous voyez que ce n'est pas seulement les conteneurs. Qu'est-ce qui arrive à la France quand on sait pertinemment que parfois il leur arrivait souvent d'enterrer du matériel pour ne pas le remettre justement aux populations? Qu'est-ce qui empêche justement autre pratique qui semble étrange? Pourquoi cette fois-ci il faut se regarder? Pourquoi faut-il sauvegarder ce matériel? Entre autres. On laissait parfois les conteneurs au pays, on a vu en Afghanistan, on écrasait les pick-up, on a vu ça au Burkina, mais pourquoi
vouloir à tout prix rentrer. Peut-être que l'armée française, cette fois-ci, trouve ce matériel trop précieux. Mais toutes ces questions... Mahamat Déby est-il complice de tout cela? Il est effectivement complice. Là, en démissionnant le général Daoud, il faut rappeler que le général Daoud, c'est quand même le général qui, la fois dernière, quand Macron a demandé d'utiliser les militaires tchadiens pour lutter contre, pour soutenir l'intervention au Niger, il faisait partie de ceux qui, dans le palais présidentiel, et c'est ce qu'a rapporté, c'est ce qui a été rapporté par ceux qui étaient témoins de la scène, il faisait partie de ceux qui ont dit « nous ne le ferons pas ». Il a même utilisé un mot. Il a dit en arabe, il a dit « ce PD ne nous donne pas les ordres ». Le général français qui était dans la salle s'est levé en signe de protestation et est sorti. Il a rappelé l'Élysée et il a rapporté l'incident. Oui. Donc le général Daoud a posé la ligne qui devrait être suivie. Son limogeage et le chantage moral qui a précédé ce limogeage témoignent de ce que les Français voulaient faire sauter le dernier verrou de la souveraineté du Tchad, ceux qui étaient encore les garants de la ligne souverainiste, et récupérer entièrement Kaka Déby, qui aujourd'hui est tombé dans le panneau et est devenu une sorte de petit larbin au service de Paris. Finalement, il faudrait aujourd'hui, en quelques secondes, que le Cameroun soit très prudent. Le Cameroun, pour nous, doit relever sa vigilance envers le Tchad. Nous, le peuple tchadien est frère du peuple camerounais. Nous partageons beaucoup. L'armée tchadienne a beaucoup de patriotes dont nous sommes très fiers. Nous les interpellons. La fraternité tchado-camerounaise est un pilier de sécurité dans la sous-région. C'est un des piliers qui a permis de vaincre le Boko Haram. C'est un des piliers de la sécurité dans cette sous-région. Nous les interpellons pour qu'ils sauvent cette amitié, cette fraternité et qu'ils se montrent à la hauteur des enjeux. Le peuple frère du Tchad est également interpellé. Vous savez, au Tchad, c'est le peuple qui aujourd'hui tient ce sentiment anti-impérialiste. C'est ce peuple qui a payé le lourd tribut dans les revendications qui étaient anti-impérialistes. C'est ce peuple qui se reconnaît dans les idéaux qu'a prôné le maréchal Idriss Déby, les idéaux panafricanistes. C'est ce peuple qui l'a porté en triomphe à la dernière élection présidentielle. Ce peuple a encore cette capacité de se réveiller. Et nous interpellons ce peuple pour qu'il empêche cette forfaiture. Nous avons eu des messages de beaucoup de Tchadiens qui nous ont dit « Nous sommes mobilisés. Nous sommes mobilisés, nous avons besoin de votre soutien. Vous avez notre soutien. Vous savez ce que vous avez à faire. Vous avez tout notre soutien. » À l'armée patriote du Tchad, nous passons le message, vous avez tout notre soutien. Nous avons également, dans la classe politique, ces députés qui ont demandé le départ de la base militaire française de N'Djamena, ainsi que des 8 autres bases. Nous leur disons, vous avez tout notre soutien. Vous devez défendre la stabilité de la sous-région Afrique centrale. Vous devez préserver la paix au Tchad. Vous devez tout faire pour que le mercenariat international, la forfaiture que la France organise avec les nouvelles autorités du Tchad, ne passe pas. C'est le message que nous passons à tous ceux-là. Et nous comptons que ce message sera reçu et que dans les prochains jours,
la France sera débarquée et c'est l'Ardon aussi. Merci à vous, Jonathan Batengene, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie, mon frère Ngoz. Courage à tout le peuple frère du Tchad. Et beaucoup de courage. Les jours qui s'annoncent seront certainement difficiles. Mais nous savons quelle est la détermination de ce peuple. L'appel que nous lançons, nous savons qu'il tombe dans des oreilles fertiles qui vont le fructifier. Certainement, dans les prochains jours, vous verrez que le pouvoir de Paris sera ébranlé. N'Djamena sera panafricaniste. N'Djamena est panafricaniste. Merci à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Restez sur nos plateformes numériques YouTube, Facebook, Instagram. Likez, partagez au plus grand nombre pour que Panafricaniste TV soit connu de par le monde. Malgré la censure, nous sommes de tout cœur avec vous. Bonne journée à toutes et à tous.